Bonjour et bienvenue. On se penche aujourd'hui sur une série de documents qui, honnêtement, dressent un portrait assez glaçant de la Guinée. On est 4 ans après le coup d'État de septembre 2021, Mhm. et à l'époque, la junte militaire, le CNRD, était arrivé avec d'énormes promesses. On parlait de refondation, de justice. Un immense espoir, oui, vraiment. Et la question aujourd'hui, elle est simple. Qu'est-il advenu de tout ça? C'est exactement la question que posent nos sources. On s'appuie principalement sur un article de Koumadia qui date de fin 2025 et qui décortique un rapport. Un rapport accablant de la coalition d'ONG tournant la page Guinée. Et pour décrire la situation, le rapport utilise une formule terrible. Laquelle? Une chasse à l'homme systémique contre toutes les voix dissidentes. Chasse à l'homme, les mots sont extrêmement forts. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre ce décalage, ce fossé entre le discours initial de la junte et la réalité que ces documents décrivent. Oui, comment un régime qui promettait les droits humains en arrive à être accusé de répression sanglante, d'enlèvement, bref, de tout ce qu'on va voir. Alors commençons par le début. Pour bien comprendre la chute, il faut se souvenir de l'ambiance de 2021. Absolument. Le CNRD, avec à sa tête le général Mamadi Doumbouya, renverse Alpha Condé. Et il faut se rappeler que le troisième mandat de Condé était massivement rejeté. Le pays était au bord de l'implosion. Donc les militaires arrivent presque en sauveur. Exactement. Et leur discours, c'est la rupture totale. Ils promettent tout l'inverse. La fin de l'impunité, l'ouverture, les libertés garanties. Et ce n'était pas que des paroles en l'air, ils ont mis ça par écrit. C'est un point important du rapport, non? C'est le point de départ de toute l'analyse. Le régime a rédigé sa propre charte de la transition. Leur propre loi, en quelque sorte. C'est ça. Et dans ce texte, c'est écrit noir sur blanc. Droit à la vie, interdiction de la torture, liberté d'expression, de manifestation, tout y est. Donc l'argument du rapport, c'est que la junte ne viole pas juste des principes, elle viole sa propre promesse, sa propre loi fondamentale. On leur tend un miroir, en fait. Voilà ce que vous aviez promis et voilà la réalité. Mais j'imagine que documenter tout ça dans ce contexte, ça a dû être incroyablement risqué. Extrêmement risqué. L'enquête a duré 3 ans. Une petite équipe de 5 personnes. Et ils décrivent un climat de peur, mais une peur généralisée. Tenez-vous bien, ils ont identifié 70 familles de victimes. 70. Sur ces 70 familles, seules 11 ont accepté de témoigner. 11. 11. Et certaines anonymement. Les autres avaient trop peur des représailles. Ça donne une idée de l'ambiance. La parole ne s'est pas libérée, elle s'est enterrée. Alors justement, plongeons dans les faits, dans cette chronologie. Quels sont les premiers signes de ce basculement? Ça arrive très vite. Dès 2022, des coalitions de la société civile, les forces vives de Guinée, commencent à s'impatienter. Ils demandent un retour à l'ordre constitutionnel comme promis. Oui, ils organisent des manifestations. Et la réponse, ce n'est pas le dialogue. C'est l'usage de balles réelles. Directement. Pas de sommation, de gaz lacrymogène. Directement des balles réelles. Le rapport ne parle pas de dérapage, mais d'un mode opératoire. Et il donne des noms, des âges. C'est ça qui est terrible. Ouais. Tierno Bella Dalio, 10 ans, tué en octobre 2022. Tierno Ousmane Diallo, 15 ans, mort de ses blessures en mars 2023. Et il y a ce cas particulièrement révoltant, celui de Mamadou Alioubari, un étudiant en sciences politiques. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est touché d'une balle dans la nuque. Il n'est pas mort sur le coup, mais ses proches, qui témoignent, ils affirment que des gendarmes ont bloqué son évacuation vers une clinique. Pardon? Ils ont empêché? Ils l'ont laissé mourir sur place, volontairement. C'est à peine croyable. On n'est plus dans du maintien de l'ordre, là. Pas du tout. Et ce qui est frappant, c'est que la nature des protestations va évoluer, mais pas la réponse des autorités. C'est-à-dire? Fin 2023, début 2024, la colère devient plus sociale. Les gens ne manifestent plus pour la Constitution, ils manifestent parce qu'il y a des coupures d'électricité, des pénuries d'essence, à cause du goût de la vie, quoi. Des revendications de base. Des revendications du quotidien. Mais la répression reste la même, Des balles réelles? toujours. Le rapport cite d'autres jeunes victimes. Mamadou Tanou Diallo, 15 ans, abattu alors qu'il jouait au football. Au football. Rien à voir avec une manifestation, hein. Rien à voir. Son tuteur raconte que des unités de la BAC, la brigade anticriminalité, ont fait une descente dans le quartier et ont tiré pour disperser tous les groupes de jeunes, comme une punition. Et il y a Mamadou Moustapha Cissé, 14 ans, tué pendant les protestations contre les délestages électriques, la nuit du Nouvel An. Le schéma est glaçant. Que vous demandiez la démocratie ou de l'électricité, la réponse est la même. C'est exactement ça.
Donc ça, c'est la violence visible, dans la rue. Mais le rapport, il me semble, va plus loin. Il parle de méthodes plus... Clandestine. Oui. Et là, on bascule dans autre chose. On passe de la répression à la terreur, en fait. Le rapport consacre une grande partie aux enlèvements nocturnes, aux séquestrations, à la torture et aux disparitions forcées. La disparition forcée. Et le plus pervers, juridiquement, c'est que le propre code pénal guinéen qualifie la disparition forcée de crime. Un crime contre l'humanité, passible de la perpétuité. Donc ils commettent des crimes que leur propre loi condamne le plus sévèrement. C'est un déni institutionnel à ciel ouvert. Une façon de dire, nous sommes au-dessus de nos propres lois. Le rapport met en avant 2 cas emblématiques, ceux de Fonike Mengue et Biloba. Qui sont-ils? Ce sont 2 très grandes figures de la société civile. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, c'est le coordinateur du FNDC, le mouvement citoyen qui luttait contre le 3e mandat. D'accord. Et Mamadou Biloba, c'est le coordinateur de Tournons la page Guinée, l'ONG qui a piloté ce rapport. Donc des cibles de premier plan. Absolument. Ils ont été enlevés en plein jour, le 9 juillet 2024. Le rapport cite des témoins qui accusent les forces spéciales. Et le plus incroyable, c'est que le procureur général a lui-même admis, publiquement, qu'il n'était dans aucune prison officielle du pays. C'est un aveu. C'est un aveu que c'est un enlèvement d'État, mais hors de tout cadre légal. Et la réaction des autorités face à ça? Sidérante. Le rapport cite des réponses de responsables gouvernementaux. C'est hallucinant. L'un a dit « les adultes ont le droit de disparaître ». Non. Si. Un autre a banalisé en disant qu'il y a des assassinats dans tous les pays du monde. C'est du mépris. 1 an après, toujours aucune preuve de vie. Et j'imagine que ce ne sont pas les seuls. Le filet est plus large. Beaucoup plus large. Le rapport montre que personne n'est à l'abri. On a le cas du général Sadiba Koulibaly, ancien chef d'état-major, un des hommes forts du coup d'État, mort en détention. Version officielle. Mort naturelle. Sa famille dénonce des actes de torture. On a aussi le docteur Mohamed Djoubaté, un pédiatre, retrouvé mort dans sa cellule, officiellement un malaise. Des témoins parlent de torture. C'est une liste sans fin. Des avocats, des journalistes, et même des partisans de l'ancien régime. La loyauté d'hier ne protège de rien aujourd'hui. Dans ce climat où même les élites sont ciblées, comment l'information peut-elle encore exister? La presse doit être dans une situation impossible. C'est un enjeu capital, oui. Et le rapport décrit une stratégie de mise au pas très méthodique, en 3 volets. Le premier, Cibler les personnes. Directement. Le cas de Sékou Jamal Pendessa, le chef du syndicat de la presse, kidnappé en pleine rue par des hommes en civil, jeté en prison pour avoir appelé à manifester contre la censure. une intimidation frontale. Et le deuxième volet, L'asphyxie économique. On ferme les médias. on ne censure plus un article, on ferme tout. Exactement. Le rapport liste leur retrait pur et simple des agréments de plusieurs des plus grandes radios et télés du pays. FIM FM, Espace FM, Joma TV. Des médias très populaires. Fermés. Et la troisième étape de cette stratégie, C'est l'instrumentalisation de l'organe de régulation, la Haute Autorité de la Communication, la HC. qui est censée être neutre. Censée, elle est devenue le bras armé du pouvoir. Elle multiplie les suspensions, les avertissements. C'est d'une machine à sanctionner, y compris des médias internationaux. Le gendarme est devenu le milicien, en gros. Le résultat de tout ça, c'est une presse qui n'ose plus rien dire. C'est la conclusion du rapport. Il parle d'un climat d'auto-censure généralisé. Les rédactions ont peur, les journalistes ont peur. Donc ils évitent les sujets qui fâchent. Et la pluralité des opinions disparaît. Tout ça semble très organisé, ce ne sont pas des accidents. Le rapport utilise une image, celle d'un double verrou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système est conçu pour garantir une impunité totale. C'est un blocage à 2 niveaux. D'accord. Le premier verrou est opérationnel. On voit que ce sont toujours les mêmes unités qui sont citées dans les exactions. Les forces spéciales, les BAC. Mhm. Mais leurs chaînes de commandement ne sont jamais inquiétées. On ne remonte jamais jusqu'au donneur d'ordre. C'est le premier verrou. Et le deuxième? Le deuxième est institutionnel. C'est la justice elle-même. La justice, qui devrait être le recours des victimes, est utilisée pour l'inverse. Pour intimider les opposants. Voilà, pour les harceler. Pendant ce temps, aucune enquête sur les dizaines de manifestants tués n'a jamais abouti. C'est le contraire absolu de la promesse de faire de la justice la boussole de la transition. Le système se protège lui-même, en fait. Totalement. L'accumulation de faits, la répétition des mêmes modes opératoires par les mêmes unités, le blocage des enquêtes, tout ça dessine une politique délibérée. La thèse des dérapages isolés ne tient pas. Au final, le tableau est plus d'une noirceur absolue.
La conclusion du rapport, c'est que les voix critiques en Guinée n'ont plus que deux options, la prison ou l'exil. C'est ce qui amène à cette formule choc de régime de chasse à l'homme. Face à ça, que préconise le rapport? Il y a une issue? Oui, le rapport ne fait pas que dénoncer. Il formule des demandes très claires, très pragmatiques. Aux autorités guinéennes, j'imagine. D'abord, oui, il leur demande des choses qui relèvent de l'évidence. Ouvrir enfin des enquêtes indépendantes sur les morts et les disparitions. Lever l'interdiction de manifester. Et bien sûr, rendre leurs agréments aux médias fermés. En gros, commencer à respecter leurs propres chartes. C'est exactement ça. Et à la communauté internationale, le message est aussi très direct. Arrêter la politique de l'autruche. C'est-à-dire? Bafoue ses engagements les plus fondamentaux, quoi. La question brutale qui ressort de tout ça, c'est est-ce que la transition guinéenne a simplement remplacé une crise démocratique par un système de terreur politique? C'est une bonne synthèse du problème. On a l'impression d'une rupture de confiance totale entre les citoyens et un État qui non seulement ne les protège plus, mais qui est devenu leur principale menace. C'est le cœur du problème. Et pour finir, peut-être une réflexion qui va un peu au-delà du rapport lui-même. Je vous écoute? Ce que ces documents décrivent, c'est le démantèlement méthodique de tous les contre-pouvoirs. La société civile, la presse, la justice. On assiste à la militarisation de la gestion de toutes les crises. Alors si on part de là, la vraie question, c'est celle du long terme. Quelles sont les conséquences? Voilà. Quelle cicatrice ça laisse sur le tissu social d'une nation quand la confiance dans les institutions comme l'armée, la justice, les médias est détruite à ce point? Comment est-ce qu'on reconstruit un pays quand la peur est devenue le principal et peut-être le seul outil de gouvernance? C'est une question qui hantera la Guinée bien après la fin de cette transition. C'est certain.